Bonjour à tous. Alors, comment jouer contre un pion arriéré? Alors, comment jouer contre un pion arriéré? Déjà, qu'est-ce que c'est un pion arriéré? C'est un pion qui est en arrière par rapport à la structure de pion. Donc, dans cet exemple, on va prendre cet exemple pour, euh, pour mieux comprendre ce que c'est un pion arriéré. Ici, le pion arriéré, c'est bien sûr le pion E6. Des pions arriérés, je pense que vous en avez très régulièrement dans vos parties, que ce soit de votre côté pour défendre votre pion arriéré ou du côté de l'adversaire pour attaquer le pion arriéré. Donc je pense que c'est assez important de savoir comment réagir face à ce pion arriéré et donc comment aussi défendre en même temps les choses à ne faire et à ne pas faire quand on a un pion arriéré. Et juste avant qu'on commence à voir ce qu'il faut faire et ne pas faire, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette position. Alors, du coup ici, position plutôt basique, le pion E6 est bien sûr arriéré sur colonne ouverte, donc la tour tape directement sur ce pion. Ce qu'il faut se poser comme question souvent quand il y a un pion arriéré, c'est quelles sont mes bonnes pièces, quelles sont mes mauvaises pièces, quelles sont les bonnes pièces de l'adversaire, quelles sont ses mauvaises pièces. Alors ici on remarque quoi? On remarque que l'adversaire a plutôt un bon fou. Ce fou il sert à quoi? Il sert tout d'abord à peut-être pousser ce pion en E5. Le pion arriéré, son objectif c'est de se pousser pour ne plus être arriéré. Donc ce fou en F6 est une très bonne pièce pour aider la poussée. Les tours sont assez ok, elles sont plutôt bonnes. Elles vont essayer de aider le pion à se pousser. L'autre tour prend la colonne, ok. La dame sert à défendre le pion. Donc toutes ces pièces-là, elles ont un intérêt. Maintenant, il reste le fou de case blanche. Le fou de case blanche, c'est un peu la mauvaise pièce des noirs, parce qu'on remarque que la structure de pion au centre est fixée sur case blanche, pardon. Ce qui veut donc dire que si le fou recule, il sera toujours bloqué par ses propres pions. Ce qui veut donc dire que la seule diagonale qui est bonne pour lui, c'est cette diagonale ici. Est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose? Pas forcément, parce que par exemple après tour E3, tour E1, pour essayer de doubler sur ce pion arriéré, ce fou, il sert pas à grand chose. Et on pense qu'il va sûrement reculer en C8 un jour pour venir défendre ce pion. Donc côté noir, l'idée des noirs, c'est donc d'échanger ce fou. Donc vous l'avez compris, le premier coup à ne pas faire, c'est bien sûr fou D3. Alors fou D3, fou prend, dame prend. Ici, les noirs sont donc très contents parce qu'ils ont échangé leur mauvais fou. Côté blanc, bien sûr, l'idée, c'est de garder un maximum de pièces. On a un avantage d'espace, l'adversaire a un manque d'espace. Quand on a un avantage d'espace, on garde un maximum de pièces pour continuer à mettre la pression sur notre adversaire. Donc même si ce n'est pas le fou de case blanche, l'idée est d'échanger le moins de pièces possible. La seule pièce qu'on a le droit d'échanger, j'espère que vous l'avez compris, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre quelle pièce il faut surtout échanger en priorité. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et bien sûr ici, la pièce à échanger, c'est bien sûr ce fou F4. Alors pourquoi? Tout d'abord parce qu'on remarque que la structure est fixée sur case noire. Ce qui veut donc dire que c'est potentiellement notre mauvais fou. Alors mauvais fou, mais il est devant la structure de pion. Ça veut dire il vit un peu. Il est moins horrible qu'un mauvais fou derrière la structure de pion. Mais ici on a dit quoi? On a dit que la meilleure pièce côté noir est ce fou de case noire qui permet de défendre la case juste devant le pion arriéré et qui va permettre au pion arriéré de potentiellement se pousser. Donc on a réfléchi à tout ça et bien sûr le coup évident est fou E5. On commence bien sûr par fou E5 qui permet à notre fou de case noire qui est pas très bon de s'échanger contre le bon fou des noirs qui permet le contrôle de la case E5 et peut-être la future case du pion. Ici les noirs décident d'échanger dans la partie. C'est une partie entre Morozevich qui est 2595 et Petrouchine qui est 2415. Ça a été joué en 1997. Donc il y a eu prise dans la partie et tour prend. Ici les blancs ont réussi à rentrer dans une quasiment finale, pas encore, mais ils ont échangé leur mauvais fou contre le bon fou. Donc on est content. Ça permet aussi de pouvoir fixer une pièce en E5 qui ne peut plus être délogée. Il n'y a aucune pièce qui peut vraiment venir embêter cette tour. Ça permet aussi d'empêcher le pion arriéré de se pousser. Donc la faiblesse sera là toute la partie. Alors ici, les noirs ont décidé de faire roi G7. Alors roi G7, c'est un petit coup d'attente, peut-être pour empêcher aussi dame H6, qui pouvait être une idée pour peut-être faire une attaque sur le roi. Bon, ok, roi G7. Ici, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre quel est le prochain coup à jouer pour les blancs, mais je pense qu'il est assez évident. Tout le monde l'a compris. On a échangé le fou de case noire. Maintenant, il faut attaquer la faiblesse E6. Le coup est bien sûr tour DE1.
On attaque donc une deuxième fois ce pion qui pour l'instant est défendu 2 fois. Donc pour l'instant c'est pas dramatique. Ici l'adversaire a fait dame F7. Alors comment réagir? Comment réagir? On a dit qu'un pion arriéré, il faut essayer de le fixer. Ici l'adversaire essaie de contre-attaquer sur la colonne F. Comment on fait pour enlever la menace sur la colonne F et en même temps continuer à fixer un maximum ce pion E6? Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Ici, le coup évident est F4. Alors oui, d'un côté, notre structure devient plus faible, mais d'un autre côté, on fixe ce pion, on enlève une future menace, et en fait, ok, c'est faible, mais comment l'adversaire peut venir attaquer? Parce que la case F5 est toujours prise, la case F6 n'aboutit à pas grand chose. Ce qui veut donc dire que oui, c'est une faiblesse, mais elle est quasiment inattaquable. Donc, c'est pas très grave, comparé au pion E6, qui arriéré est très faible. Au pire des cas, on mettra un rond en H2 pour défendre. L'adversaire a décidé de faire dame F6. Et là maintenant, il faut essayer de comprendre. Vous avez 1, 2, 3, 4 coups pour placer vos pièces correctement. L'idée elle est claire, c'est de venir surcharger ce pion E6. Alors oui, on a 4 pièces, il en a 4. L'objectif est clair, c'est de mettre 4 pièces qui attaquent ce pion E6 pour l'obliger à mettre 4 pièces qui défendent le pion E6 pour jouer actif et lui passif. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de chercher comment en 4 coups on peut ramener toutes nos pièces. Alors ici le premier coup est assez évident, c'est bien sûr dame E3. On rajoute une troisième pièce qui vient attaquer ce pion E6, il doit absolument être défendu. Un coup comme tour E8 est directement bien sûr une erreur, j'espère que vous l'avez vu, il y a directement tour prend D5. S'il reprend, il perd cette tour. Il aura donc perdu un pion. Après oui, je suis d'accord avec vous, il va pouvoir ramasser ce pion D4. Mais c'est pas très grave, parce qu'on va faire roi H2, et ensuite, le roi est dans un réseau de maths, on va vite peut-être pouvoir le mater. En tout cas, c'est gros avantage pour les blancs. Oui, il n'y a plus le pion arriéré, mais on l'a transformé en un autre avantage qui est la sécurité du roi. Le roi n'est plus en sécurité, on peut donc transférer l'avantage du pion arriéré contre l'avantage de la sécurité du roi. Donc tour 8 est bien sûr une erreur. Il va donc faire fou C8 pour venir défendre. Maintenant, j'espère que vous l'avez compris, il faut donc ramener la dernière pièce. On fait donc fou D3. Attention à ne pas faire fou C2 bien sûr, parce qu'il y a tour prend fou. Donc fou D3, l'adversaire a fait tour C7, parce qu'on ne peut pas prendre parce qu'il y a le fou qui défend. On fait donc fou E2, il a fait tour C6. Il ne peut pas jouer en fait, il est obligé d'attendre. S'il bouge des pions, il va traiter des faiblesses. Il préfère donc faire des coups d'attente. Et maintenant, fou G4. Fou G4, on a donc ramené la quatrième pièce sur ce pion E6. Comment le défendre? Tour E8, encore une fois, peut-être pas tour prend D5, parce que maintenant le problème, c'est que quand on va prendre cette tour, on va peut-être perdre une pièce. Mais le coup à faire sur tour E8, c'est juste F5. Il peut pas prendre parce qu'il perd une tour, et sur G prend, on peut faire fou prend. Et là, on a encore ouvert une colonne sur le roi, on est assez content, et il y a encore 4 pressions sur ce pion E6. Donc tour E8 n'est pas possible. Roi F7, est-ce qu'on vient faire F5? On n'est pas forcément obligé, on peut peut-être le faire ce coup, quoique. On peut peut-être le faire ce coup F5. S'il prend du pion E, on ira faire tour E7. S'il prend du pion G, on ira faire des coups comme fou H5, et on passera nos pièces avec G4. Peut-être qu'il y a mieux que F5 direct, peut-être qu'on peut préparer, notamment peut-être avec un coup comme dame B3 ou dame A3 pour essayer de venir toucher d'autres pions, d'autres faiblesses. Peut-être pour menacer peut-être des sacrifices un jour, ça peut exister, mais en tout cas l'avantage est assez conséquent. Dans la partie, il a décidé de jouer H5. Alors H5 ça paraît bizarre, on se dit mais attends, il y a un pion à un coup. Mais alors non, parce que si on prend ce pion, le problème c'est qu'à la fin de la variante, il y a dame prend D4. Et là, on n'a plus l'avantage du pion arriéré, et on n'a ni l'avantage de la sécurité du roi. Parce qu'on remarque qu'après dame prend B2, dame prend D5, est-ce que le roi est vraiment faible après dame F6? Pas tellement. La position est assez égale. Donc, fou prend E6, c'est pas possible. H5. Maintenant, est-ce qu'on vient jouer plutôt fou H3 pour garder la pression? Ou maintenant qu'il a joué H5, il a créé une autre faiblesse, j'espère que vous l'avez compris,
Le pion G6 maintenant devient très très faible. Est-ce qu'on vient faire fou E2, fou D3, tour G5? Ou alors, on garde la pression avec fou H3. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de comprendre un peu les enjeux des deux coups. Alors ici, bien sûr, le bon coup est fou E2. Parce que fou H3, le problème, directement, c'est peut-être H4. Si on fait G4, on s'enferme notre fou tout seul et on perd un pion. Si on fait pion prend, pareil, on donne ce pion. Si on fait rien, il va juste peut-être venir faire, alors imaginons, roi H2. Il va pouvoir faire par exemple un coup comme tour C4 pour venir attaquer un peu les pions. Il n'y a plus tellement d'avantages parce qu'on ne peut jamais ramasser ce pion. Sinon on perd celui-là, la tour après la colonne, les noirs vont contre-attaquer à l'aile roi. C'est pas facile. Donc bien sûr ici le coup est fou E2. Fou E2 contrôle la case C4, va préparer fou D3 suivi de tour G5. Ici l'adversaire a fait fou B7. Les blancs ont décidé de faire fou D3, bien joué, pour préparer tour G5. Les noirs ont voulu donc faire tour G8 pour enlever la menace de tour G5, parce que maintenant sur tour G5, on peut faire roi F7 et tout est défendu. Mais voilà, sur tour G8, il y a autre chose qui n'est plus défendu. C'est le pion E6, et donc après tour prend E6, tour prend E6, tour prend E6, dame prend E6, tour prend E6, roi F7, tour D6. La finale est bien sûr avantageuse pour les blancs, on a un pion de plus, ça va gagner facilement. Si les noirs décident de plutôt prendre ce pion D4, pas de problème, on fait roi H2, parce qu'en cas de dame prend fou, on a tout simplement dame E7, roi H6, et le très fort coup G4. Menace mat en G5, et en cas de prise, on a dame G5 ou dame H4, roi G7, tour E7, roi F8 et mat en F6. Il ne peut donc ni faire dame prend D3, il peut ni faire dame prend D4, ni dame prend dame, dans tous les cas c'est perdant. Donc on comprend que tour G8 c'est une erreur, mais est-ce qu'il faut l'éviter? Pas tellement. Parce que s'il joue un coup comme fou C8 pour venir défendre ce pion, il se prend tour G5, et tour prend G6 est imparable. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Peut-être roi F7 pour se déclouer. Mais là j'ai envie de dire, il y a quand même tour G5, tour G8 forcé et G4. S'il fait rien, il va perdre la partie, donc il fait prise. Et on peut par exemple faire tour prend. Et ici on voit l'avantage est assez énorme. Il est énorme l'avantage. On peut faire roi F2, tour H1, passer les tours. Il y a deux énormes faiblesses. Deux pions arriérés. Donc bien sûr, deux faiblesses. C'est souvent trop compliqué à défendre. Déjà qu'une c'est compliqué. Donc là ça va gagner. Dans la partie, il a donc fait, comme on a dit, tour G8. Et les blancs ont pu ramasser ce pion tranquillement. Et on finit par s'imposer dans la finale de tour. Parce que bon, il y a un pion de plus. Il y a un mauvais fou contre un bon fou. Donc c'est très simple à jouer côté blanc. Déjà ici, si le roi bouge, il perd le pion. Si la tour bouge, il perd le pion. Si le fou bouge, il perd le pion. Il ne peut donc bouger aucune pièce. S'il bouge ce pion, il le perd. S'il bouge ce pion, il le perd. S'il bouge ce pion, il crée un pion passé, mais il y a tour D7. Donc il faut qu'il prenne une décision. Il va déjà perdre sûrement un deuxième pion. Donc voilà, c'est perdant. Et tout ça, ça part de quoi? Que retenir de la vidéo? Tout d'abord, quand il y a un pion arriéré, il faut éliminer le défenseur qui contrôle la case devant le pion arriéré parce que c'est souvent le bon fou. Et nous, comme on a un pion qui contrôle le pion arriéré, c'est souvent notre mauvais fou. Donc premièrement, échanger ce fou pour créer une case très forte en avant-poste devant ce pion. Ensuite, l'idée, c'est de ramener un maximum de pièces sur ce pion, fixer un maximum ce pion. Donc là, c'est ce que les blancs ont fait. Ils ont ramené toutes leurs pièces. Et si les noirs essaient de contre-attaquer, ne pas forcément s'entêter à jouer sur ce pion arriéré. Par exemple, H5, si on aurait voulu s'entêter, on aurait pu faire fou H3, se dire, ok, je garde la pression, je garde la pression. Non. S'il y a un changement de structure de pion, il faut se dire, ok, c'est quoi la faiblesse maintenant? Et les faiblesses, il y en a une en plus, c'est G6. Comment il va venir défendre G6? Parce que son fou, il va pas pouvoir et défendre ça, et défendre ça. Il faudrait qu'il fasse 3 coups. Il n'a pas le temps de faire tout ça. Donc je me dis, ok, fou S2, fou D3, et c'est bon, je replace le fou sur la nouvelle faiblesse. J'attaque les deux en même temps. Deux faiblesses, il ne pourra pas tout défendre en même temps, et je gagne la partie. Il faut bien rester concentré, et on finit donc par gagner tranquillement. Donc voilà, pour un nouvel épisode de la playlist sur la stratégie. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça a été clair. Peut-être que je ferai sur d'autres faiblesses comme le pion isolé, voilà, les pions doublés, d'autres faiblesses de ce genre, cavalier contre mauvais fou, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, la liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait,
Et moi, je vous dis à bientôt. Actuellement, quand je sors la vidéo, on est la veille du tournoi de la Plagne. Au moment où elle sort sur YouTube, c'est l'avant-dernière, non, c'est la dernière ronde du tournoi de la Plagne. La dernière ronde, c'était vendredi. Elle sort vendredi. Donc, au moment où la vidéo sort, je viendrai tout juste de terminer la Plagne. J'espère que ça s'est très bien passé. Si vous voulez suivre mes résultats, vous pouvez le faire via Instagram, skyblues_off pour voir mes résultats, les photos, etc. Et moi, je vous dis à bientôt pour les analyses du tournoi de la Plagne avec un jour titré à chaque vidéo. Allez, ciao.